Et merci d'être là ce matin sur LCI. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Secrétaire d'État chargée de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire. On va en parler de ce secteur. Mais bon, Marlène Schiappa, le retour, c'était l'essentiel des titres vous concernant il y a une semaine, parce qu'un mois et demi après avoir quitté en effet le gouvernement, vous avez retrouvé la vie civile, la vie normale. Vous êtes à nouveau ministre, par devoir ou par plaisir, parce que vous aviez très envie de revenir en effet? Écoutez, pour être honnête, un mélange des deux. D'abord, on est dans une situation... D'abord, peut-être pour commencer, oui, effectivement, vous avez raison. Après 5 ans avoir été ministre de tous les gouvernements successifs, de tout le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, j'avais commencé d'autres projets. J'étais partie à New York, notamment pour travailler avec l'ONU et pour créer une entreprise à mission dans le champ de l'égalité femmes-hommes. Dans l'économie, c'était mon principal projet sur lequel je travaillais et qui était sur le point d'aboutir. Et effectivement, j'ai décidé de répondre à l'appel qui m'a été... adressée par le président de la République et la première ministre pour plusieurs raisons. D'abord, on est dans un contexte de féminisation historique du pouvoir. Et quand on s'est battu toute sa vie pour la place des femmes, avoir une femme première ministre, une femme présidente de l'Assemblée nationale, une femme présidente du groupe majoritaire, on a un peu envie de faire partie de l'équipe et d'aller avec elle. Ensuite, on est dans un contexte politique extrêmement difficile. Je crois que le président de la République, en tout cas, a besoin des bonnes volontés qui veulent travailler avec lui. Et puis enfin, le portefeuille ministériel qui m'a été proposé, c'est vraiment, entre guillemets, sur mesure dans mes champs d'action, puisque vous savez que j'étais présidente 10 ans d'association, la vie associative, l'économie sociale et solidaire. Dit de vous que vous êtes le couteau suisse du gouvernement. Vous avez été le couteau corse plutôt, du coup. Couteau corse, si vous voulez. Ça ressemble plutôt à canif, non? Enfin, non, couteau suisse, vous voyez l'idée. Vous avez été successivement chargé de l'égalité homme-femme, puis de la citoyenneté, aujourd'hui de cette économie sociale et solidaire. Et on se dit, mais quel est le rapport? Quel fil vous tirez, en fait, entre les trois? Alors, en ce qui me concerne, c'est l'engagement. Mais je veux dire que, pardon de le dire encore une fois, mais ce sont des choses qu'on ne dit pas à d'autres ministres. Vous avez des ministres, et non des moindres, qui ont exercé aux affaires étrangères, à l'économie et aux finances, ou au budget, à l'intérieur, dans des ministères très différents. C'est l'avis des responsables politiques. Vous savez, moi, je me suis engagée à 18 ans pour la première fois. J'étais candidate sur une liste associative au municipal à Paris. J'ai été déléguée chargée de l'attractivité économique quand j'ai été élue du Mans, maire adjointe chargée de l'égalité femmes-hommes. Mais le lien entre l'égalité femmes-hommes, la citoyenneté et aujourd'hui la vie associative et l'économie sociale et solidaire, je dirais que c'est l'engagement. C'est l'engagement pour les autres, puisque le ministère dont je suis à la tête aujourd'hui, c'est vraiment celui qui rassemble tous ceux qui considèrent que le profit n'est pas une fin en soi, que ce soit les gens qui veulent se fédérer en association ou les gens qui considèrent que l'économie, ça peut être aussi de l'économie sociale et solidaire. On va y parler, mais je vous rassure, on se pose aussi la question pour les hommes quand ils passent d'un secteur à un autre, très différent. On se dit, mais comment ils vont faire? Là, la question, c'était quel est le fil? Mais bon, le secteur, c'est un secteur qui pèse lourd. Oui. Qui pèse lourd, plus de 10% du PIB. En un mot, l'économie sociale et solidaire pour les nuls. Vous connaissez la collection. Ouais. C'est quoi? Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur à part entière de l'économie qui est au service justement de la solidarité. J'étais par exemple hier avec ma collègue Charlotte Cobel qui est chargée de l'enfance auprès du groupe SOS, auprès d'une grosse association qui s'appelle Déclic. Très proche d'Emmanuel Macron, hein, le patron d'ailleurs de Absolument, SOS. Absolument, et ce qui montre d'ailleurs l'engagement du président pour l'économie sociale et solidaire. Ce que dit le président de la République, c'est que c'est un secteur à part entière, mais qui doit irriguer les autres secteurs de l'économie. Ouais. C'est d'ailleurs le travail qu'avait fait Olivia Grégoire, qui avait travaillé beaucoup sur ces sujets-là, pour faire en sorte que l'ESS inspire le reste de l'économie. Et c'est d'ailleurs comme ça que le rapport de Nicole Notat, notamment Nicole Notat, a donné lieu à la loi Pacte, qui avait été portée notamment par Bruno Le Maire, qui a créé également tout le travail autour de la raison d'être des entreprises et des entreprises à mission, pour dire que l'équilibre budgétaire, le profit, dégager des bénéfices, c'est bien, mais ça ne peut pas être le moteur essentiel. C'est une alternative au capitalisme, ça, les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est une transformation. En fait, on dit qu'on vit souvent une transition écologique. Moi, je pense qu'on vit plusieurs transitions. Une transition numérique, une transition féministe aussi, je l'observe. Mais on vit aussi cette transition de l'économie. Vous savez, j'étais chez Moody's, là, il y a quelques jours. Je fais beaucoup de déplacements dans mes premiers jours, qui est une agence de notation. Et en fait, Moody's fait depuis maintenant quelques années de la notation extra-financière. Ça veut dire que les personnes
personnes qui investissent des capitaux, maintenant ne s'intéressent plus uniquement à la stabilité financière des entreprises dans lesquelles elles veulent investir, mais aussi à leur engagement. Est-ce qu'il y a un engagement pour les droits humains? Est-ce qu'il y a des syndicats qui sont respectés? Est-ce qu'il y a une parité, la place des femmes, du respect des mesures écologiques? Et ça, c'est très important. Oui, alors d'ailleurs, c'est un secteur qui doit attirer des jeunes qui cherchent le sens du travail. C'est vrai que ce sont des entreprises qui, normalement, donnent du sens puisqu'elles sont solidaires. Alors, c'est un secteur, je veux dire, assez invisibilisé. Peut-être que votre surface médiatique permettra d'en parler davantage. La preuve que c'est un secteur sous-estimé, c'est qu'il y a une grosse majorité de femmes. Je ne sais pas si vous savez forcément, 68% de femmes, 32% d'hommes. Il y a moins de testostérone et c'est lié peut-être, il y a moins d'écart de salaire. Chez les cadres sont moins payés. Ouais. En général, ce qui va... je vous ai parlé beaucoup de social, d'environnement, etc. Mais dans le secteur de l'ESS, il y a aussi un gros sujet sur la démocratie interne. Dans l'économie sociale et solidaire, vous avez par exemple les SCOP, vous avez toutes les structures dans lesquelles les salariés sont aussi des actionnaires d'une manière ou d'une autre, dans lesquelles en tout cas ils prennent part à la décision et à la conduite de l'entreprise. Donc les écarts de salaire à l'intérieur de l'entreprise entre les dirigeants et les personnes qui travaillent sont également réduites. Et puis dans le secteur associatif de façon générale, vous avez plus de femmes à la fois qui travaillent, vous avez tout à fait raison de le dire, mais aussi chez les bénévoles. Et ça, ce sera un gros travail pour moi d'accompagner l'engagement des bénévoles dans les associations. Je vous l'ai dit, j'étais présidente d'association, j'ai été bénévole comme beaucoup de Français et singulièrement pas mal de femmes aussi. Et je crois que simplifier la vie des bénévoles et reconnaître leur engagement puisqu'ils ne le font pas pour une rétribution financière, c'est fondamental. Ouais. Un mot, parce qu'ils ont les mêmes problèmes que dans l'économie privée. L'augmentation du SMIC, c'est une bonne nouvelle, mais ça va coûter cher aux employeurs de ce secteur. Ils se demandent quelles mesures vont leur permettre d'amortir et ils se tournent vers vous, vers l'État. Absolument, mais c'est pour ça que Bruno Le Maire, avec l'ensemble de ses collègues de Bercy, travaille sur ce projet de loi pouvoir d'achat qui va être bientôt présenté et qui sera débattu au Parlement, donc avec les députés, avec les sénateurs. Ouais. Et dans ce cadre, il y aura beaucoup d'échanges et beaucoup de concertations. Et pour moi, c'est fondamental, c'est la nouvelle méthode que le président de la République a voulu impulser pour ce deuxième quinquennat. Et si vous me permettez une remarque un peu plus personnelle... Mais là, sur cette question, est-ce que l'État va permettre à ces entreprises de l'économie sociale et solidaire d'amortir le surcoût que représente l'augmentation du SMIC? On va en discuter, on va parler avec ces entreprises. Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est que la méthode de l'écoute et de la concertation, elle est fondamentale. Et moi, j'ai dit lors de tous mes premiers déplacements que je ne viens pas encore présenter ma feuille de route, puisqu'elle est en train d'être construite, mais je viens les écouter et justement leur demander ce qu'on peut faire pour eux. Mais vous leur dites, oui, on va chercher des solutions. On va évidemment chercher des solutions à tous les problèmes qui seront posés sur la table. Vous l'avez dit, et je veux insister sur ce que vous avez dit, parce que vous avez tout à fait raison de le dire, c'est un secteur très attractif pour les jeunes. On a vu autour de ce qu'on a appelé la grande démission, tous ces jeunes et même ces jeunes diplômés qui ont fait des discours très forts pour dire qu'ils ont fait de longues études importantes sur les questions de commerce, de business, etc., mais qui veulent donner du sens et qui ne veulent pas juste aller permettre de générer plus d'argent dans une entreprise. Et donc c'est l'économie sociale et solidaire qui peut aussi leur ouvrir des portes en la matière. Marlène Schiappa, vous étiez à l'Élysée hier soir, quelques ministres autour du président qui réunissait les parlementaires de la majorité. Il a digéré, le président, l'échec d'avoir perdu la majorité absolue? Je ne sais pas en ces termes-là que je pense que ça se pose. D'abord, je voudrais rappeler, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu dire qu'on avait perdu les élections. Je voudrais rappeler que ça reste quand même le groupe le plus important et le groupe majoritaire, alors qu'il n'a pas la majorité absolue. Mais je pense que le président a entendu ce que voulaient dire les Français dans l'élection en deux temps, c'est-à-dire élection présidentielle, nous voulons garder notre président de la République, nous l'avons réélu, et ensuite élection législative, nous demandons au président de la République de plus travailler avec les autres, d'être plus dans l'écoute, plus dans la démocratie. Et donc pour cela, nous allons donner nos voix à des députés, y compris d'opposition, pour qu'il y ait des majorités de projets. Ça, on a tous compris, parce qu'on en parle effectivement depuis la fin des législatives. Ouais. Mais alors lui, il a demandé précisément de faire campagne permanente. Il a demandé à la majorité d'être en campagne permanente. Ça n'a pas été assez fait, en fait, sous le quinquennat précédent. En fait, je pense que le rôle de député, et moi je viens de la société civile, je ne suis pas députée, donc je le dis avec un regard à la fois intérieur et extérieur, mais je pense que le rôle de député, il est extrêmement difficile puisqu'il se joue sur une ligne de crête. Vous avez à la fois beaucoup de travail parlementaire, vous devez être présent pour les lois, pour les amendements, pour le travail de commission, pour les auditions, etc., donc à Paris.
Et dans le même temps, on a besoin de vous voir dans votre circonscription. Et si vous êtes pris sans cesse par cette espèce d'inflation législative qui fait que vous êtes tout le temps à l'Assemblée nationale, y compris tard, etc., surtout pour ceux qui habitent loin de Paris, c'est très difficile d'être présent en circonscription. Et je pense que ce qu'a voulu dire le président de la République, c'est qu'on a besoin des députés qui soient présents sur le terrain, avec les citoyens. On dit parfois le député, il va inaugurer ci et ça, comme si ça n'avait pas... Donc davantage d'incarner. De présence, en fait, je pense, présence, d'écoute. Il y a eu une petite sous-estimation de ce rôle-là. Je pense qu'on a demandé beaucoup aux députés. Et parfois, l'opinion a parfois, je trouve, été un petit peu injuste avec les députés parce qu'il leur a été demandé énormément. Personne ne peut être à 2 endroits à la fois. Et donc, quand le président de la République a dit ça, il disait ça aussi pour le gouvernement, je pense, pour nous dire à nous, gouvernement, de plus écouter les députés, de plus écouter les élus locaux et de moins les charger en projet de loi permanent. Et ensuite, ça n'a sans doute pas été assez fait, c'est vrai. Il faut que le risque ou la peur du combat ne soit pas chez nous, a-t-il lancé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne doit pas non plus se laisser terroriser, entre guillemets. C'est vrai qu'on a maintenant un intergroupe avec la NUPES, un groupe avec le Rassemblement national. Ils sont très nombreux. Ce sont des formations politiques qui sont très coordonnées, je peux le dire de cette manière. C'est-à-dire à l'Assemblée nationale, ils crient les mêmes choses en même temps. Voilà, il y a un travail de coordination qui est fait, d'agite-propre même peut-être, pourrais-je dire. Et donc l'idée, c'est de dire qu'on ne doit pas être dans l'immobilisme. Pas être tétanisé, quoi. Oui, et puis il ne faut pas se laisser dire non plus qu'on aurait perdu et donc on ne serait pas légitime et donc il faut les laisser décider de tout. C'est pas ça que la démocratie a dit. Oui, c'est ça. Prendre l'initiative. Écouter, bien sûr, respecter, mais prendre l'initiative, oui. Il faut que le risque ou la peur du combat ne soit pas chez nous. La peur du combat, c'était pas ça. Dans le fond, aussi, ne pas demander la confiance après le discours de politique générale de la part d'Elisabeth Borne. Non, d'abord, moi, je veux dire, j'ai trouvé que c'était un discours de politique générale honnêtement très fort. Et je vois que d'ailleurs, la plupart des observateurs politiques l'ont dit également, avec beaucoup de fond, des annonces importantes sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. C'était très, très attendu. Et le gouvernement, précédemment... Oui, ça a été très, très refusé, alors, précédemment, donc, par vous. Donc, vous n'avez pas perdu votre sens de la formule. Vous avez raison. Et donc, c'est important, justement, d'avoir évolué et maintenant, dans l'urgence, de pouvoir avancer là-dessus, sur le fait que l'État va prendre 100% du capital d'EDF. C'est une annonce forte aussi, dans un contexte... Ça, ce sont les mains tendues. Les petites mains tendues à l'opposition dans le cadre de ce compromis. Justement, il y a un sujet qui m'intéresse à ce titre-là, dans le pouvoir d'achat, dans le texte pouvoir d'achat. Est-ce que la taxe sur les super profits n'a pas été reprise par Bruno Le Maire, il n'y a pas de trace. Mais en revanche, le ministre de l'économie a dit « Nous ferons les comptes de ce qu'elles auront, les entreprises, reversées à nos compatriotes à la fin de l'année ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il estime qu'elles n'ont pas fait suffisamment d'augmentation de salaire, de répartition plus équitable des dividendes, des profits, etc., il pourrait y avoir finalement de la coercition, pas maintenant, mais peut-être plus tard. Rien n'est exclu par avance, mais la philosophie qui est la nôtre, c'est de dire que on lance un appel à la responsabilité des entreprises. Et dans le passé, on a vu qu'elles ont parfois répondu à ces appels. Je pense à toute la période de Covid, pendant laquelle notamment le gouvernement s'était engagé pour demander aux grosses entreprises de payer leurs fournisseurs, les plus petites entreprises qui étaient en difficulté, parce que certaines grandes entreprises qui étaient leurs clientes leur disaient moi je ne peux pas payer maintenant, c'est le Covid. Et donc le gouvernement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait lancé cet appel en disant nous demandons à toutes les grandes entreprises de payer maintenant leurs fournisseurs, y compris quand on est dans une période de confinement, pour que les petites entreprises puissent rester en vie. Et là, c'est la même philosophie. L'idée est de dire qu'il y a un appel à la responsabilité des entreprises dans leur manière d'avancer sur ce sujet. Et bien évidemment, les comptes seront faits sur ce sujet, oui. Vous qui venez de la gauche, taxer les super profits dans cette période, est-ce que ça ne correspond pas à une demande de justice ? Je crois que la demande de justice, en tout cas celle que j'ai entendue, c'est la possibilité pour chacun de pouvoir vivre dignement et vivre dignement de son travail. Et ça, c'est ce qui est proposé dans la loi sur le pouvoir d'achat, avec un certain nombre de mesures qui s'adressent notamment aux personnes les plus vulnérables, les plus pauvres, et c'est elles qui sont visées. Vous savez, on parle beaucoup d'inflation d'un point de vue macroéconomique, mais quand vous êtes très aisé,
que vous payez 5% de plus vos 6 tranches de jambon au supermarché, ça ne change pas votre vie quotidienne. En revanche, quand vous êtes une mère célibataire au RSA ou quand vous êtes un chômeur de longue durée et que vous voyez cette augmentation des prix, ça a un impact. Ça veut dire que vous ne pouvez plus payer peut-être vos courses pour les enfants. La question des fournitures scolaires va se poser. Peut-être parfois même plus payer votre trajet pour vous rendre sur votre lieu de travail quand vous en avez un. Et donc, c'est pour ces personnes-là que nous voulons agir et trouver des solutions concrètes. Vous êtes encore associé, et vous le serez sans doute toujours, à la cause des femmes, qui vous est très chère. Clémentine Autain et Mathilde Panot ont demandé à Taha Bouaf, s'accuser de violences sexuelles, c'est lui qui le dit, en tout cas, de mentir sur la raison de son retrait des législatives et d'invoquer le racisme dont il était victime. Il s'agissait de ménager les victimes qui ne voulaient pas être mises en avant, c'est ce qu'a plaidé Mathilde Panot. Vous reconnaissez que c'est complexe ? Plusieurs choses sur ce sujet. D'abord, je crois que ce sujet, comme d'autres, ouvre la question de l'organisation à l'intérieur des partis politiques pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles. C'est la première chose. Et deuxième chose, je vois bien les attaques contre Clémentine Autain et Mathilde Panot et les mises en cause sur la stratégie qu'elles ont choisie. Et moi, je ne me mêlerai pas à ce cœur d'attaque contre elles. Parce que je pense que c'est une très mauvaise habitude, quand il y a un homme qui est mis en cause pour des violences sexuelles, que d'aller chercher les femmes de son entourage pour les emblâmer. Donc je pense qu'il y a des responsables. Ces responsables sont les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Dans le cas de Taha Bouaf, je ne crois pas que la justice soit passée. Donc il faut que la justice puisse passer si c'est le cas et dise s'il est coupable ou s'il est innocent. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais je n'irai pas attaquer des femmes qui portent un combat féministe. Mais d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé de les attaquer. Je vous ai demandé si c'était complexe. Et c'est tellement complexe. C'est complexe, bien évidemment. Taha Bouaf dit qu'il n'y a pas eu d'enquête dans le cadre de ce comité de suivi des violences sexuelles à LFI. La France Insoumise, il n'y a pas eu de vérification, pas de confrontation, circuler, il n'y a rien à voir, il s'en est plaint. Et Jean-Luc Mélenchon, ce matin dans Libération, interrogé sur ce fonctionnement, ce qui s'est passé dans ce cas, reconnaît, je cite, « La situation n'est pas satisfaisante, il n'a pas pu se défendre, il ne sait pas de quoi il est accusé, nous devons réfléchir à nouveau pour trouver la solution. » Je ne suis pas sûre qu'il se tourne vers vous pour trouver la solution. Mais bon, il reconnaît que c'est compliqué dans le cadre d'un parti, à la fois d'entendre les femmes, de respecter la présomption d'innocence. C'est compliqué. Bah, évidemment, c'est compliqué. Et donc, il le reconnaît. D'abord, est-ce que vous saluez cette forme d'honnêteté ? De dire que c'est compliqué, c'est... Non, il dit non, c'est pas satisfaisant. Le comité tel qu'il fonctionne n'est pas satisfaisant, c'est ce qu'il dit. Écoutez, moi, je me suis battue, vous savez, dès 2016-2017 pour que dans mon propre parti politique à En Marche, on mette en place une cellule d'écoute et de signalement. Mais je trouve que la question que posent les différentes affaires successives, Taha Bouaf, Éric Coquerel, Damien Abad, par exemple, la présomption d'innocence, non, il doit quitter le gouvernement. Moi, ce que je trouve assez insupportable, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une affaire qui sort dans les médias, des gens disent « on savait », oui, mais et on va chercher qui savait, qui ne savait pas, etc. Si on sait, il faut faire des signalements. Quand on est aux responsabilités et qu'on est témoin direct ou dépositaire de ces faits-là, il faut faire un article 40 du Code de procédure pénale pour signaler les faits. Et moi, vous savez que j'ai passé 2 ans au ministère de l'Intérieur à essayer de tout faire pour que les femmes puissent déposer plainte plus facilement. Et donc, je pense que le rôle des cellules de partis politiques, ça doit être d'accompagner vers la plainte, pour accompagner vers la justice. Vous en avez une à La République En Marche ? Oui, on en a une, mais elle est très largement perfectible. Et justement, pendant la dernière campagne... Au moins, les filles, c'est ce qui plaît. D'ailleurs, nous, on a institutionnalisé... Oui, mais maintenant, en fait, tous les partis... Vous avez ça ? Nous, on a... Oui, bien sûr, on a une cellule... Et elle est perfectible en quoi ? Beaucoup de choses. Vous savez, moi, je l'avais impulsée et ensuite, je ne suis pas dans le fonctionnement interne, donc je ne peux pas vous dire là exactement comment elle fonctionne. Il y a des salariés de La République En Marche qui s'occupent... Vous connaissez ça par cœur, vous êtes très proche de la REM, comme on dit. Oui, mais honnêtement, je ne vais pas passer mes journées à regarder les mails, etc. Mais dans certaines affaires, certains nous disent on a envoyé un mail à telle ou telle personne. À mon humble avis, il faut que ces cellules elles puissent être déjà connues, y compris des militants. Ça ne doit pas être une cellule réservée aux élus, pour que chaque personne, par exemple, qui va dans un meeting, mais qui n'est pas élu, qui n'est pas député, qui n'est pas attaché parlementaire, qui va dans le circuit, si je puis dire, et qui est harcelé sexuellement, puisse saisir le parti. Mais saisir les partis politiques, ça ne remplace pas la justice. Ce n'est pas un juge dans le parti politique, quel qu'il soit, que ce soit LFI, LR, ELV, Renaissance, n'importe quel parti. Il y a un
un sujet comme le ferait un employeur de prendre des décisions. Et ça, les décisions, elles doivent être prises. Et puis, il y a cette question de la justice. On ne peut pas dire en permanence la justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision, et dire qu'en fait, elle va se rendre dans les bureaux des partis politiques. Moi, je crois dans la justice et donc je crois dans le dépôt de plainte qui permet d'accéder à la justice. Je repose la question sur Damien Abad. Comment entendre les femmes et respecter la présomption d'innocence? Le président a tranché avec Elisabeth Borne. La présomption d'innocence, eh bien, elle passe derrière le cas des femmes. Non, je ne crois pas que ce soit ça. La présomption d'innocence, c'est un principe juridique qui fait qu'on ne peut pas considérer coupable une personne tant qu'elle n'a pas été jugée. Et ça vaut là aussi pour tout le monde, quel que soit le parti politique des uns et des autres. Mais là, vous aviez un ministre, et je m'étais exprimée auparavant d'ailleurs. Vous étiez mal à l'aise avec sa présence au gouvernement, on peut le dire comme ça? Je pense que ce que j'ai dit, c'est que être responsable du portefeuille des solidarités, ça veut dire avoir la tutelle sur un certain nombre de services, notamment la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis quand vous avez un ministre empêché, quel que soit le sujet, c'est extrêmement compliqué. Et enfin, quand vous avez plusieurs accusations similaires de femmes, je respecte bien sûr la présomption d'innocence. Je ne dis pas il est coupable, mais je dis que c'est extrêmement difficile comme signal envoyé. Éric Coquerel, le même Jean-Luc Mélenchon, toujours dans l'IB ce matin, il fait l'objet de rumeurs d'une opération politique. Le comité dont on parlait, de LFI, l'a innocenté. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Les comités politiques, comme les élections, n'innocentent pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je l'avais dit pour Damien Abad. J'avais dit gagner une élection, ça ne veut pas dire que vous êtes innocent, mais la perdre ne veut pas dire que vous êtes coupable. Et un comité politique n'est pas un jury, je ne suis pas pour les jurys populaires donc à l'intérieur des partis politiques. S'il y a des faits qui sont reprochés à Éric Coquerel, comme à n'importe quel homme politique, il faut qu'il y ait des plaintes et qu'il puisse être jugé. Il faut que la plainte puisse être instruite et qu'ensuite la justice se prononce sur ce fait. Et en attendant, il doit quitter son poste? C'est pas à moi de le dire, je ne suis pas parlementaire. Vous aviez dit, Damien Abad, ce serait mieux qu'il quitte son poste. Donc pour Éric Coquerel, c'est pas un peu le même sentiment? Alors vous n'allez pas me reprocher d'être plus sympa avec la France Insoumise qu'avec mon propre parti politique. Non, ce que je dis, c'est qu'en fait, Damien Abad, il est nommé par le président de la République sur proposition de la Première ministre, ou dénommé en l'occurrence. Éric Coquerel, il était élu à la présidence de la Commission des finances, il est élu par des députés. Je ne suis pas députée, ce serait une entorse démocratique que le pouvoir exécutif que je représente désormais aille défaire une élection faite par les députés. C'est aux députés d'en prendre la responsabilité et le choix. Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'économie, on dit ESS, je crois, voilà, sociale et solidaire, et de la vie et qui dépend de Matignon et non plus de Bercy. Donc c'est transversal, ça va servir le secteur. On a regroupé 2 ministères, économie sociale et solidaire et vie associative. Et oui, c'est transversal. J'aspire à travailler avec l'éducation nationale, l'économie, le travail, la transformation publique, l'intérieur. Vous êtes rattachée à la première femme, première ministre depuis très longtemps. Merci à vous. Bonne journée à vous, Marlène Schiappa. Dans un instant, le temps de ce vendredi avec Guy.